depuis quelques années, surtout depuis quelques mois, étaient excessivement nombreuses les revues qui lançaient des articles chocs avec des phrases percutantes qui nous assaillaient. Je vous en ai fait ici un petit florilège édifiant. L'enfant qui vivra 1000 ans est déjà né. Google parviendra à euthanasier la mort. Écoutons Ray Kurzweil, ingénieur, professeur au MIT, titulaire du prestigieux prix américain de technologie, actuellement directeur du département de recherche informatique de Google et directeur du programme de développement de Google, qui dit, en 2035, c'est-à-dire dans 20 ans à peine, nous aurons à notre portée des implants intracérébraux pour nous connecter au cloud computing, à Internet directement, et donc nous augmenter. C'est une neuro-révolution. Toujours lui, dans 30 ans, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. On lui a édifié une stèle. Naissance à jamais. Alors écoutons maintenant Larry Page. Pardon, je suis allé trop vite, toujours pressé. Larry Page et Sergey Brin, les cofondateurs de Google. À brève échéance, nous allons faire des machines qui pourront penser, raisonner et faire les choses mieux que les humains ne peuvent les faire. La parole est à M. Bill Gates. En 2035, les automates auront remplacé les infirmières. Il y a du souci à se faire s'il y a quelques infirmières dans la salle. Je dis à mon assistante que je la garde, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Je suis affolé, dit toujours Bill Gates, de constater que ni le monde du travail, ni les politiques, n'aient réfléchi au fait que la fusion de l'intelligence artificielle et de la robotique va être dévastatrice pour le monde du travail. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les gens n'aient pas peur de l'intelligence artificielle. Ceci vient d'être confirmé par la toute récente déclaration de mise en garde de plusieurs centaines de scientifiques à travers le monde, à la tête desquels Stephen Hawking. Il y a aussi des gens connus qui ont beaucoup publié, comme Nick Bostrom, qui pensent que l'intelligence artificielle doit être aujourd'hui maîtrisée avant de nous dépasser totalement. Nous avons ici un grand spécialiste de l'intelligence artificielle en la personne de Jean-Gabriel Ganassia, et il nous en parlera avec beaucoup plus de compétences que je ne saurais le faire. Mais Ray Kurzweil, lui, toujours imperturbable, continue sur la même lancée, disant « Grâce aux nanobiotechnologies, nous créerons un homme nouveau, l'homme 2.0, et nous serons à même de transférer le contenu de son cerveau vers des ordinateurs, l'uploader, dans le cas où son cerveau serait détruit dans un accident. » Pour Ray Kurzweil, comme pour tous les gens de la Silicon Valley, le cerveau n'est rien d'autre qu'un ordinateur fait de viande. Et leur objectif est de fusionner informatique et neurosciences. Inquiétant tout cela quand on imagine toutes les conséquences que ça peut avoir, quand on conceptualise que nous serons absolument transparents, que Google, si ce n'est déjà fait, nous connaîtra mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et ô combien tentant et séduisant quand on nous fait miroiter la maîtrise du cancer, la disparition des maladies neurodégénératives, telles la maladie d'Alzheimer. Élucubration que tout ça, me direz-vous? Peut-être. Et parallèlement à toutes ces déclarations, regardons ensemble l'évolution vertigineuse des technologies du vivant, les fameuses NBIC. N pour nanotechnologie, qui permettent d'agir au milliardième de mètre. Alors le milliardième de mètre, c'est quand même... J'arrive pas à voir ce que c'est. Quand on me dit que c'est le millionième de millimètre, et que c'est le millième du micron, je me dis, oui, ça doit être petit quand même. Et que ça va aller à l'intérieur de nos cellules, au niveau des organites, dans les parties les plus intimes de la cellule. B pour les biotechnologies, et notamment la génétique. I pour informatique. C pour cognitique, qui regroupe 3 domaines. La robotique, l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau. Ces technologies NBIC sont au cœur de cette révolution annoncée du vivant. Elles sont au cœur de ce projet révolutionnaire porté par les maîtres de la Silicon Valley, appelés les GAFA. G pour Google, A pour Apple, F pour Facebook, A pour Amazon, même si, comme je vous le disais ce matin, ce dernier n'habite pas la Silicon Valley. Toute société
qui injectent des milliards de dollars dans tous ces domaines de recherche scientifique. Leur but avoué est triple, comme nous le rappelle Bill Maris, qui est à la tête de Google Ventures: nous rendre immortels, rêve de tous les temps, développer une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine et interfacer cette intelligence artificielle avec nos cerveaux afin de faire de nous des hommes et femmes augmentés. À propos d'intelligence artificielle, je me permets de vous recommander un film que m'a forcé à voir mon dernier fils Baptiste, qui s'appelle Ex Machina. C'est un film extraordinaire. Vous comprendrez là le rapport entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, si vous ne le savez pas déjà. Au-delà du choc technologique que ça représente, vous prenez peut-être mieux conscience là du séisme idéologique, philosophique que cela représente. C'est une nouvelle humanité, une nouvelle civilisation qui se profile. Elle a pour nom transhumanisme, avant de laisser place peut-être à ce dont certains parlent déjà, le post-humanisme. Alors où en sommes-nous dans ces technologies? Les avancées dans ces différents domaines vont mieux vous faire prendre conscience des choses, génératrices de rêves pour certains et certainement de peur pour d'autres, mais je crois qu'il faut savoir raison garder et être confiant. Confiant dans la sagesse de l'homme. Vaste sujet. Messieurs les philosophes, nous pourrons en parler si vous voulez. Les biotechnologies et l'ingénierie du vivant regroupent l'ingénierie génétique, ayant trait à l'ADN de nos chromosomes, l'ingénierie cellulaire avec les cellules souches et les thérapies géniques, l'ingénierie tissulaire avec la fabrication d'organes de remplacement. Les progrès dans tous ces domaines sont excessivement rapides et déjà largement exploitables, techniquement et économiquement. On n'est pas dans la science-fiction. On a tout ça à portée de main. Si l'on prend par exemple, et on l'a vu ce matin avec Marcel Méchali, la lecture de notre patrimoine génétique par séquençage ADN, dont les plus grands généticiens dans les années 80 affirmaient l'impossibilité à jamais, ou certains, un prix Nobel à l'époque avait dit « si, mais pas avant à l'orée de 2500 ». Non, c'est fait. La première lecture du génome humain, ça vous a été dit ce matin, en totalité, a été effectuée et rendue publique en 2003, après 13 ans de travaux menés conjointement par des centaines, voire des milliers de chercheurs à travers le monde, pour un coût total de 3 milliards de dollars. En 2013, 10 ans après, cette même lecture était réalisable en quelques jours par plusieurs chercheurs dans un même laboratoire pour un coût de 1000 dollars, divisé en 10 ans par 3 millions. Et dans les prochaines années, dans 2-5 ans, ce séquençage, c'est-à-dire cette lecture de quelques 25 000 gènes, fait de 3 milliards de messagers chimiques dans nos chromosomes, se fera en quelques heures par un seul chercheur et ne coûtera que 100 dollars, 100 euros, le prix de la paire d'une paire de jeans. Et vous pourrez le commander sur Internet. Vous enverrez un petit flacon contenant un écouvillon de salive ou une prise de sang. Cela va entraîner une véritable explosion du nombre de personnes séquencées. Actuellement, on en dénombre déjà un peu plus d'1 million. Ce qui a permis notamment au laboratoire de Greg Venters, pour la petite histoire américaine qui est venu se former au tout départ en France. La France, dans beaucoup de domaines, est à la naissance. Il y a des cerveaux, il y a une intelligence extraordinaire. Mais il n'y a pas les sous. Donc les gens partent, ou les gens viennent se former et partent pour développer ailleurs, là où on donne les moyens. Là aussi, vaste débat. Donc, Greg Venters a pu faire des corrélations très pointues entre les gènes présents et les caractéristiques médicales affichées des gens qui s'étaient soumis à ce séquençage. Et à partir de là, se sont développés des algorithmes permettant de mettre en place une prédictibilité de plus en plus fine et fiable, qui permet maintenant, par la lecture de votre génome, de dire « Ah, attention, tel gène codant pour ça, vous l'avez, vous risquez telle maladie, etc. etc. » Ainsi, si l'on peut lire la totalité du génome, la totalité des caractéristiques de notre patrimoine génétique, quoi de plus facile demain que de choisir d'interrompre une grossesse si ce patrimoine, les caractéristiques de l'enfant à naître, ne vous plaisent pas? En un mot, quoi de plus facile demain de faire de l'eugénisme? D'autant plus que maintenant, il est tout à fait simple. On ne fait plus des amniosynthèses, comme par le passé, par une ponction de liquide amniotique à travers la paroi abdominale et l'utérus, avec un petit risque de déclencher des avortements. Maintenant, on sait très bien faire une prise de sang à la maman en tout début de grossesse, fragmenter, enfin, individualiser les cellules embryonnaires, les typer, faire le séquençage génomique, et avoir la carte
génomiques, les caractéristiques du patrimoine héréditaire de l'enfant à naître. Quand on fait ça avant le stade de 12 semaines de gestation, on est dans les délais légaux, normaux, pour demander une interruption de grossesse. Donc, si le bébé à venir n'est pas celui de notre choix, stop. Certains vont même jusqu'à dire, bon là je me suis laissé embarquer. Certains vont même jusqu'à dire aujourd'hui que demain, les relations sexuelles, il faut que je vous trouve, tac, que les relations sexuelles ne devraient être réservées qu'au plaisir, que la procréation ne pourrait plus être laissée à cette amphimixie, c'est-à-dire à cette rencontre hasardeuse entre un ovule et un spermatozoïde. C'est pas permis, ça, de laisser la vie au hasard. Mais que ça doit être contrôlé en laboratoire, avec la possibilité de manipulation génétique, car à côté de cette lecture de l'ADN dont je viens de vous parler, existent les techniques de modification, de bricolage du vivant. On sait, par exemple, enlever un gène gênant car inducteur d'une pathologie, par exemple, le remplacer par un autre gène, notamment grâce à certains enzymes segmentants, dont le prix, là aussi, a considérablement baissé, divisé par 10 000 en l'espace de 7 ans. C'est à la portée d'un postdoctorant en biologie cellulaire, doté d'une paillasse de laboratoire et de 15 € en poche, qui est le prix du kit enzymatique, pour faire cette manipulation. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est pas loin de la réalité. Les chercheurs chinois, avec ces enzymes segmentantes, ont récemment modifié des embryons humains dès les premiers stades suivant la conception. Ils ont publié leur travail dans la très sérieuse revue scientifique dont parlait Jean-Noël tout à l'heure, Nature. Alors c'est là une transgression majeure, car il est de règle, au sein de la communauté scientifique internationale, de ne pas faire de manipulation génétique au niveau de gamètes, ovules ou spermatozoïdes, ni non plus au niveau de cellules embryonnaires, au tout début du développement, car ces manipulations, ces modifications, que ce soit au niveau des gamètes ou au niveau de l'embryon, seront transmissibles à toute la lignée. On a le droit de faire de la manipulation, entre guillemets, génétique, que sur des cellules abouties dans un organisme abouti. Elles n'auront d'impact que sur l'individu en question, malade. Alors, bon, dans ce cas-là, ces manipulations ont été faites sur les cellules embryonnaires naissantes. Certes, les embryons n'ont pas été implantés, ils ont été détruits, mais c'est la preuve que cela est faisable chez l'homme. Avec ces techniques, on peut changer des centaines de gènes ou des segments d'ADN régulateurs des gènes au sein de nos chromosomes. Et le bébé sur mesure est technologiquement envisageable. Il est à la portée de main dans les années qui viennent. Et pour confirmer ces appréhensions, si on en était besoin, la revue Cell a publié un travail similaire, non plus sur des sujets humains, mais sur des petits embryons de singes qui, eux, ont été réimplantés et qui ont donné naissance à 2 petits singes sur mesure, avec les gènes et les caractéristiques génétiques que l'on souhaitait voir se développer chez eux, et sont en parfaite santé. En matière d'ingénierie cellulaire, on sait, à partir de cellules différenciées, prises par exemple sur une biopsie de peau, induire une marche arrière de ces cellules, les ramener au stade indifférencié d'origine, cellules pluripotentes, que l'on peut amener dans tous les sens que l'on veut. Et on peut induire une nouvelle différenciation vers un tissu, par exemple, on se dit, tiens, ces cellules, maintenant qu'elles sont à l'état d'origine, hop, on va leur faire prendre la piste des cellules cardiaques. Et on a pu ainsi constituer des espèces de patchs, des cellules cardiaques, pour aller réparer des zones nécrosées par un infarctus. On a fait bien d'autres choses qui ont été mises au point dans ce domaine, mais ça, je pense que John DeVos vous en parlera beaucoup mieux là aussi que je ne saurais le faire. En matière d'ingénierie tissulaire, médecine régénérative, on commence à fabriquer, on l'a vu, on en a parlé, des organes en 3D avec des cellules souches sur matrice. Alors, ces imprimantes organiques, grosso modo, elles se comportent schématiquement comme nos imprimantes de bureau. L'encre est remplacée par une suspension de cellules souches, et là c'est Emmanuel qui nous en a parlé ce matin, avec dans une autre cartouche des cellules, des substances de croissance. Enfin, il y a toute une cuisine, et on déverse tout ça sur, pas du papier, mais sur une matrice porteuse, et avec la possibilité de développer des petits organes. Alors, comme le disait Marcel Mchali, on n'y est pas encore, mais ça avance très vite. Là aussi, quelle révolution!
Alors, après cet aperçu des biotechnologies, envisageons l'hybridation de nos corps avec des composants électroniques. En 1990, ça a été rappelé ce matin par David, il y a eu les premiers implants cochléaires permettant de traiter certaines surdités congénitales. En 2008, les premiers implants intracérébraux pour traiter un certain nombre de pathologies neurologiques, dont certaines formes de maladie de Parkinson. En 2012, les premiers implants rétiniens. Alors certes, avec une faible définition, puisqu'encore inférieure à 1000 pixels, quand une rétine normale est à 1 million de pixels, mais c'est excessivement prometteur et salvateur quand on sait qu'une personne sur 3, ne regardez pas vos voisins en disant lequel des 3 ça va être, une personne sur 3, avec le vieillissement, est vouée à perdre la vue progressivement par dégénérescence rétinienne liée à l'âge, la fameuse DMLA. Donc ces avancées sur les implants de rétine sont une bouffée d'oxygène en se disant, mais ok, là on est à un stade où on peut voir un peu de lumière, on peut voir quelques formes, mais ça va se développer. Quand arrivera-t-on à la performance d'une rétine à 1 million de pixels? Je n'en sais rien, mais ça avance très vite. Changeons maintenant de chapitre pour aller voir du côté de l'informatique. Je balaye tout pour que vous preniez conscience des évolutions et des choses de façon un petit peu caricaturale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à reprendre et à redire, mais les conférenciers spécialistes des questions sont là pour le faire. L'augmentation de la puissance de traitement informatique des données est impressionnante. Je vous le disais tout à l'heure, Gordon Moore, cofondateur de Intel, il y a 50 ans, énonçait la loi qui porte son nom. La puissance informatique double et doublera tous les 18 mois à prix constant. Cela pourrait s'arrêter. Je sais que Jean Gabriel m'a dit lors d'une précédente rencontre, ça va bugger. Ok, mais pour l'instant, ça a été vérifié. Et les ordinateurs sont ainsi passés de 1000 opérations par seconde, je vous le disais tout à l'heure, en 1950, à 1 million d'opérations par seconde en 64, 1 milliard en 86, 1000 milliards en 97, 1 million de milliards en 2007. L'ordinateur le plus puissant, c'est aujourd'hui 33 millions de milliards d'opérations, et il est prévu pour 2018 1 milliard de milliards d'opérations. Je crois que ça fait 19 zéros. Alors, cette puissance informatique change tout et permet de traiter ce qu'on appelle des big data colossaux. Un exemple, Watson, le système informatique expert d'IBM en matière médicale. Il a été interrogé sur une mutation génétique déterminante au sein de cellules tumorales dans une tumeur très particulière. En quelques minutes, Watson a traité les données de plus de 250 000 articles médicaux. On a fait la synthèse, analysé les choses et donné la clé du problème. En quelques minutes. À côté de ça, il a été évalué qu'un médecin-chercheur, s'il avait été seul avec ses revues, comme on le faisait à l'époque, voilà, les revues de bibliographie, on les faisait comme ça, et bien, il aurait mis 38 ans en travaillant jour et nuit pour arriver, peut-être pas à une si bonne analyse. Donc vive les algorithmes. La puissance informatique est colossale, ce qui permet d'envisager effectivement une explosion de l'intelligence artificielle qui permet d'envisager l'inenvisageable. Alors tout ça confondu, en matière médicale, les perspectives sont révolutionnaires sur les 50 prochaines années. Jugez-en vous-même. La démocratisation du séquençage ADN, c'est aujourd'hui. La démocratisation de la thérapie génique avec des cellules souches, c'est évalué pour 2020. La démocratisation des nanotechnologies, c'est pour 2025, qui permettront d'apporter par exemple au sein des cellules cancéreuses la juste dose de médicaments adaptés de façon très personnalisée, pas d'effets secondaires. On va traiter au cœur de la lésion par les doses minimales exigibles et par le médicament choisi. Ça fait rêver. Et on ne connaît pas encore toutes les avancées possibles. Et avec tout ça, je ne vous ai pas parlé des objets connectés, les fameuses lentilles Google qui, à partir de l'analyse de nos larmes, en permanence, permettront le suivi informatique de la glycémie chez les diabétiques, et votre diabétologue en permanence sera informé sur votre glycémie, vous téléphonera s'il y a un truc qui ne va pas. Et beaucoup d'autres facteurs. On n'a pas parlé des montres bracelets qui, par spectrophotométrie de masse, pourront nous informer sur notre bilan sanguin, sans que l'on ait le traumatisme d'une prise de sang. On n'a pas parlé non plus de la robotique. Alors ça, c'est un peu comme les machines de Jules Verne. Ce sont des choses qui sont à côté, qui ne sont pas implantées dans l'organisme, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de cette révolution de la robotique chirurgicale en plein essor avec les jeunes chirurgiens que je vois autour de moi, qui n'opèrent plus le bistouri. Moi, j'ai l'impression de faire partie de l'âge de pierre. Ils sont avec leur joystick, comme les enfants devant la Nintendo. C'est extraordinaire. Et un des grands représentants français de cette poussée dans le domaine de la robotique chirurgicale, je voudrais le saluer ici parce qu'il est montpelliérain, c'est M. Bertinal.
Donc, le transhumanisme est là, à notre porte, si tant est que nous n'ayons pas déjà franchi le pas. Tout est potentiellement en place pour cette idéologie démiurgique révolutionnaire. Mais, à condition que nous le voulions. Il n'y aura pas d'augmentation de l'espérance de vie sans notre acceptation de modifications biologiques majeures, de bricolage génétique, d'hybridation avec des machines, sans passage à l'homme 2.0 par une médecine 2.0 qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui aussi loin de cette médecine 2.0 que nous sommes aujourd'hui loin de la médecine de Molière avec l'analyse de ses humeurs. C'est exactement la même chose. Mais, entendons-nous bien, d'abord cette révolution n'est pas tout à fait pour demain. Les plus optimistes dans Kurzweil nous disent que l'immortalité, c'est à peu près dans 3 générations, donc tous ici nous allons mourir, je suis désolé de vous l'apprendre. Ensuite, nos descendants ne pourront faire ce choix qu'en acceptant, je viens de vous le dire, des modifications biologiques lourdes. Cela ne se fera pas par la prise de 3 médicaments. Notre espérance de vie, en l'état, nous la connaissons et on sait qu'elle plafonne à 120 ans, autour de 120 ans. L'âge atteint par Jeanne Calment, 122 ans. C'est là une limite biologique, nous en sommes sûrs, et que l'on ne sera dépassé que en renonçant à notre humanité telle que nous la connaissons, en acceptant des modifications génétiques, des modifications de la plasticité cérébrale, une hybridation à des composants électroniques. Il faudra accepter de passer vraiment là, au stade de cyborg. Le XXIe siècle en aura jeté les fondations. Non pas tellement en Europe, bien que beaucoup de choses sont nées ici, mais plus dans les pays de la zone Asie-Pacifique. Voilà où nous en sommes. Alors Google ne s'est pas trompé, qui a investi considérablement dans ce domaine, qui a déposé en 2013 un brevet sur la sélection des gamètes, chose interdite, mais le brevet déposé, pour faire des bébés plus beaux, plus forts, plus intelligents. Dans le même temps, les Chinois ont lancé un programme de séquençage d'ADN des surdoués afin de déterminer quels sont les variants génétiques qui favorisent les QI élevés et avec pour objectif avoué, sans complexe, d'augmenter le QI des petits Chinois à naître au XXIe siècle par quelques bricolages génétiques. Alors comment va-t-on empêcher les parents de faire des choix d'eugénisme? Parce qu'on peut se dire, non, ça, tout ça, non, il ne faut pas. Ok. Mais quand on est parent et que l'on est responsable de ses enfants, ne va-t-on pas faire un choix d'eugénisme intellectuel dans un monde où l'intelligence artificielle associée à la robotique va être des plus menaçantes pour l'avenir professionnel de ses enfants? Une enquête récente faite aux États-Unis montre que presque 30% de la population se déclare prête aujourd'hui à adopter ces biotechnologies pour augmenter leurs enfants. Et nous pourrons juger par là qu'il n'y a rien de plus volatile, d'évolutif que la notion d'éthique dans la société. Kevin Warwick, que connaît fort bien Daniela, puisqu'elle a travaillé longtemps avec lui, et qui est déclaré comme le premier cyborg qui s'est fait implanter une puce dans le bras pour quand il arrivait à son laboratoire, les portes s'ouvrent toutes seules, qu'un café lui soit servi par le déclenchement automatique de sa cafetière. Bref, il déclarait « Ceux qui décideront de rester hommes et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce, formeront les chimpanzés du futur. » Face à tout cela, nous devons avoir, et de façon urgente, je pense, une réflexion éthique. Est-ce qu'on va faire en sorte que nos enfants aient une vision extraordinaire, voire une vision nocturne, qu'ils ne soient plus chauves? Ça j'aurais bien aimé. Bon, bref. Qu'ils aient un QI incroyable, qu'ils n'aient pas de maladies neurodégénératives, qu'ils n'aient pas de cancer, qu'ils aient une oreille extraordinaire, qu'ils aient des jambes de sprinter. Il faut y réfléchir de façon éthique, éclairée, et cela par toutes les compétences des meilleurs conférenciers qui sont là autour de nous pour en débattre durant ces 2 jours. Merci à vous d'être là et merci à vous de nous accompagner et de nous éclairer dans cette réflexion qui est pour moi une réflexion urgente. Je pense qu'il ne faut pas agiter la peur. Il n'y a pas de manipulation de la peur, il n'y a rien de plus terrible. Mais je crois qu'il est important que les gens soient informés, que l'on se range à l'idée que la sagesse humaine peut prévaloir et limiter tout ça. Mais
Rien de mieux qu'une personne informée, car alors à l'abri de la manipulation et des peurs inconsidérées. Merci.